Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, le monde économique s'organise pour éviter de sombrer. Les conséquences du mouvement de grève générale se font de plus en plus sentir. À ce titre, les acteurs du monde économique tirent à nouveau la sonnette d'alarme. En effet, de nombreuses entreprises sont aujourd'hui menacées. Entre les problèmes de trésorerie et celles liées aux ressources humaines, les chefs d'entreprise mahorais ont vraiment du mal à joindre les deux bouts. Ainsi, si rien n'est fait pour les aider à sortir la tête de l'eau très rapidement, les entreprises locales risquent de payer le prix fort de cette grève, une grève qui plaidait pour le développement du 101e département de France. Les explications dans ce reportage, signé Amina Hariti et Leslie Gimenet. Alors que tous les voyants étaient au vert, la grève générale contre l'insécurité et l'immigration clandestine a mis fin à l'enthousiasme de nombreux chefs d'entreprise qui, après l'épisode de 2011, commençaient à avoir confiance en l'avenir. Un avenir à ce jour incertain, car au-delà des difficultés liées à leurs finances, c'est la structuration même des entreprises qui est fragilisée. J'ai vu un chef d'entreprise hier. Il m'a dit, tu sais, sur les 2 mois, je perds 6 cadres. Qui quitte l'île. Qui quittent l'île. Ils en ont assez. Parce que l'épouse a subi des violences, puisque ils en ont assez. Les gamins sont pas partis à l'école pendant 1 mois et demi, etc. Donc, le problème n'est pas réglé pour nous. Une fois qu'on aura sorti de cette trésorerie, on risque de voir nos ressources humaines disparaître. Et comment pouvez-vous construire ? Cette fuite des compétences ne fait donc qu'enfoncer le monde économique dans le marasme, à tel point que plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre pour limiter les dégâts. La solidarité en fait partie. Pour certains, elle est même devenue le maître mot. Alexandre Castelou, qui accompagne les entreprises depuis le début de la crise à travers la cellule d'urgence de la CCI, en sait quelque chose. Je voudrais remercier les entrepreneurs qui viennent donner du temps. C'est ça, parce qu'il y a des gens, des chefs d'entreprise qui ont la chance d'être un peu épargnés par cette crise, qui donnent de leur temps, Alexandre. Et les grands groupes. Bénévolement. Oui, donc on a eu des conférences avec Jean-Pierre Hervé, on a eu des experts comptables, parce qu'on travaille en partenariat étroit avec les experts comptables sur ces problématiques-là, qui sont venus donner du temps. Donc notamment le cabinet de 3 ans, on a eu Jean-Pierre Hervé qui est passé. On a eu des grands groupes qui sont passés aussi, comme la Colas, pour donner du temps aux petites entreprises pour faire le point sur les problématiques en ressources humaines sur la période, avec des ateliers qui ont été très profitables. S'appuyer les uns sur les autres en attendant des jours meilleurs. Pour nombre d'entrepreneurs, ce sera plus facile à dire qu'à faire, car quand bien même ils n'envisagent pas de jeter l'éponge, ils doivent aujourd'hui revoir leurs plans, notamment en matière d'investissement. Aujourd'hui, il y a sûrement une remise en cause des investissements. Non seulement parce qu'on ne croit plus en l'avenir, mais en plus, on a pris sur la trésorerie disponible qui devait servir d'apport pour payer de la charge. Alors que le développement de Mayotte est depuis plusieurs semaines sur toutes les lèvres, comment l'envisager sans une remise en l'état du tissu économique local ? Or, les aides évoquées jusqu'à ce jour sont jugées insuffisantes pour venir au secours des entreprises locales. Reste à espérer que les annonces prévues dans les jours à venir sauront raviver le moral des acteurs économiques en leur redonnant une lueur d'espoir. Économie toujours, mais souterraine cette fois. À Mayotte, le travail dissimulé à la part belle, qu'il s'agisse d'auto-entrepreneurs non déclarés, de salariés sans contrat de travail ou encore d'emplois d'étrangers en situation irrégulière, les infractions sont nombreuses. À chaque opération de contrôle des inspecteurs du travail de la DIECT, les infractions relevées sont multiples et variées. Pourtant, toute personne ayant recours au travail illégal est soumise à des sanctions pénales, mais également administratives, avec un risque de fermeture définitive de sa société. Ce matin, nous recevions sur notre plateau le directeur adjoint de la DIECT. Il est revenu sur les sanctions encourues au micro de Patrick Millan. Le salarié, de manière générale, est toujours la victime. Est la victime, sauf s'il participe avec son employeur au recrutement de salariés illégaux. Ah oui, oula. Là, par contre, sa responsabilité peut être mise en cause. Il faut quand même le savoir. D'accord. Il y a sinon. Alors, pour répondre à votre question sur les infractions, effectivement, les infractions elles sont de plusieurs sortes. Il y a les infractions pénales, dont vous avez commencé un petit peu à parler dans votre question, et les infractions et les sanctions aussi administratives qui peuvent exister. Alors, les infractions pénales, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Pour la dissimulation d'activités d'emploi salarié, c'est prévu à 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Ça monte à 75 000 € d'amende, 5 ans d'emprisonnement pour l'emploi des mineurs.
et également pour l'emploi d'étrangers sans titre, hein, donc ça peut, bon, après évidemment, le juge, en fonction de la situation, va minorer. Voilà, dans les infractions les plus graves, ça peut aller jusque là. Plafond, en fait, c'est ça. Tout à fait. Donc les infractions les plus graves, c'est quand même pour l'emploi de mineurs, hein, de moins de 16 ans. J'y reviens, j'insiste, mais parce qu'ici, malheureusement, on en rencontre beaucoup trop. Et puis aussi, bien sûr, pour l'emploi d'étrangers sans titre, hein, ça peut être sérieux. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 18 avril. Les opérations de lutte contre l'immigration clandestine se multiplient ces dernières semaines, mais au-delà de ces actions coup de poing, le gouvernement entend faire renaître de ses cendres le groupement d'intervention régionale, le GIR. Dissous après avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants en bande organisée, ce grand retour ferait partie de la lettre de mission du préfet délégué du gouvernement. Néanmoins, cette fois, la lutte contre le trafic de drogue ne serait pas visée. En effet, le nouveau GIR devrait être entièrement dédié à la lutte contre l'immigration clandestine. Les locaux sont toujours là. Il reste maintenant à débloquer les effectifs humains et techniques pour que le GIR Mayotte reprenne vie. Le sujet devrait notamment être abordé demain matin lors de la réunion prévue entre la délégation d'élus mahorais, le Premier ministre et la ministre des Outre-mer. Une réunion point d'étape où la lutte contre l'immigration ne devrait être qu'un des nombreux sujets abordés. La dengue se propage dangereusement sur le département voisin. 396 cas ont ainsi été confirmés la semaine dernière à La Réunion, portant le nombre de personnes atteintes sur le département voisin à 1388 cas. L'épidémie prend de l'ampleur et s'intensifie principalement dans l'ouest et le sud de l'île. Face au risque d'exportation de la maladie, des affiches de prévention et des flyers sont disponibles dans les zones départ et arrivée des aéroports de La Réunion et de Mayotte pour rappeler les consignes suivantes, je cite, « Pendant un séjour pour éviter d'être malade, se protéger contre les piqûres de moustiques et consulter un médecin en cas de symptômes. Au retour de vacances, consulter un médecin en cas de symptômes et continuer à se protéger contre les piqûres de moustiques pour éviter de contaminer son entourage et d'introduire la dengue dans son pays ou territoire d'origine. » Pour l'heure, aucun cas ne semble avoir été enregistré à Mayotte, mais la vigilance doit rester de mise. Et hier, la compagnie Air Seychelles a posé l'un de ses Airbus sur le tarmac de l'aéroport de Pamandzi. Il ne s'agit pas là d'un retour de la compagnie à Mayotte, mais bel et bien du moyen de transport affrété pour acheminer la délégation mahoraise qui va participer aux Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien. La 11e édition se déroulera à Djibouti du 20 au 28 avril. La délégation mahoraise est composée de 94 personnes et malgré les difficultés de préparation dues à la grève générale, les équipes sont au rendez-vous, le tout dans un état d'esprit positif, en cohérence avec la charte de ces Jeux, qui consiste avant tout à se rencontrer et échanger entre territoires de l'océan Indien. Ce grand rassemblement autour du sport, de la danse, du théâtre et de débats citoyens permet une nouvelle fois à des jeunes de Mayotte de mettre en avant leurs talents, leurs performances et leurs valeurs. On poursuit ce journal avec l'épineuse question du toilettage institutionnel réclamée par certains élus du département, le président du conseil départemental en tête. Quelques mois après son élection, Souabaadine Ibrahim Ramadani a lancé cette volonté de toilettage, faisant capoter par une motion le processus législatif enclenché par le sénateur Tani pour modifier le mode de scrutin cantonal et lui injecter la notion de liste. À l'instar de la Guyane et de la Martinique, le président du CD souhaite une assemblée unique à compétences départementales et régionales. Néanmoins, certains y voient là une remise en cause du statut de département au profit d'un autre statut à définir. Écoutons à ce titre le président du MODEM lors de la matinale de Kwezi. C'est carrément une réforme institutionnelle, c'est-à-dire changer le statut de département à un autre statut. Et là où j'ai dit qu'on a caché beaucoup de choses au Mahorais, c'est que en juin 2016, plus précisément le 28 juin 2016, le président du Conseil général a émis à l'Assemblée une motion. Déjà, une motion, c'est souvent un document signé par plusieurs personnes, mais ici, la motion a été signée seulement par lui-même. Hein. Donc, dans ce cas-là, quoi, cette motion ? Dans ce cas-là, on parle plutôt de vœux. Donc, cette motion dit clairement
qu'il faut changer le statut de Mayotte. Ici, il est écrit une définition du nom de cette collectivité comme collectivité territoriale de Mayotte au lieu de département de Mayotte, ceci en l'instar des deux autres collectivités territoriales de même nature, Guyane et Martinique. Environnement maintenant pour clore cette édition. Aujourd'hui, l'association AWA tenait son assemblée générale ordinaire annuelle en présence de membres de la DEAL, des représentants des communes ou encore d'EDM. L'occasion de faire le bilan d'une association qui a vu le jour en 2014, même si les débats ont principalement tourné autour du futur d'AWA, un futur qui sera notamment fait de campagnes de sensibilisation, car si pour l'heure la qualité de l'air à Mayotte n'est pas alarmante, certaines pratiques tentent à inquiéter. Le point sur cette assemblée générale, dans ce sujet signé Abbas Salidi et Leslie Vimenet. L'heure du bilan avait sonné cet après-midi du côté de l'association AWA Air. Créée en 2014, elle se structure peu à peu, pour le plus grand bonheur de son directeur, qui évoque la situation actuelle de la structure. Le bilan est tout à fait positif. Nous sommes une jeune association qui progresse et qui monte en puissance, aussi bien techniquement que dans la connaissance, dans l'expérience. Mayotte possède aujourd'hui une structure à même d'alerter sur la qualité de l'air que nous respirons, car si pour l'heure il n'y a rien d'alarmant, il convient de prévenir plutôt que de guérir. Sur Mayotte, on n'a pas de souci pour l'instant en termes de qualité de l'air. Comme je l'ai dit, toutefois, il faut être vigilant, il faut surveiller, alerter en cas de besoin, parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, c'est plutôt les particules issues des embouteillages et la poussière, mais dans l'Assemblée générale, tout va bien. Tout va bien pour l'association qui doit aujourd'hui regarder vers l'avenir, un avenir qui passe par la sensibilisation auprès du grand public. Il y a encore beaucoup de travail, surtout un travail de sensibilisation de la population, donc notamment au niveau de la préservation de la qualité de l'air, au niveau de la qualité des véhicules et de leur entretien aussi. Entretien des véhicules, covoiturage, lutte contre les mauvaises pratiques agricoles, autant de défis qui attendent l'association pour préserver la qualité de l'air à Mayotte. Le brûlage de déchets verts, effectivement, ça a un fort impact sur la qualité de l'air. Et ça, pour l'instant, nous, on n'a pas travaillé dessus, mais on va travailler très prochainement sur effectivement la culture sur le brûlis, parce qu'effectivement, ça a un fort impact sur la qualité de l'air. Oui. La préservation de l'environnement est devenue une priorité au sein du 101e département comme ailleurs. La qualité de l'air en est une composante à ne pas négliger, d'où l'importance que des outils tels que l'association AWA se développent sur le territoire. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquasi.fr. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain 6 h avec toute l'équipe de la matinale.